Invincible, imbattable, mais qu'est-ce qui fait que vous avez perdu par 2 fois les élections présidentielles? Oui. C'est un repli stratégique. Eh bien, alors, pour revenir au professeur, vous avez beaucoup écrit. Avant, quand j'ai lu votre biographie, je me suis dit, je suis à la bonne porte, je suis à la bonne adresse. C'est lui qu'il me faut pour parler du système bancaire congolais. Vous avez écrit, par exemple, aux éditions des Book à Bruxelles, La bataille pour une monnaie nationale crédible. Chez l'Harmattan Paris, vous avez écrit Vision pour une monnaie forte. Chez Palgrave Macmillan à Hampshire, au Royaume-Uni, vous avez écrit Building Credible Central Banks. Et puis, j'espère que j'ai bien lu en anglais, hein? Tout à fait. Alors, vous avez écrit ici à Kinshasa, édition CEPAS, Monnaie, Banque et Commerce Extérieur. Et puis celui-là qui a fait couler encre et salive de père et de mère. Quel avenir pour la République démocratique du Congo. Exact. On en parlera peut-être en passant, mais pour revenir au sujet du jour, le système bancaire congolais. Pour vous, comment vous le jugez? Avant peut-être de répondre à la question, il est important de clarifier que, en plus de ce que vous avez donné dans ma biographie, j'ai fait ce qu'on appelle MBA, Masters of Business Administration, une maîtrise en administration des affaires à Delphi University à New York, dans le Wall Street, avec spécialisation en banque et marché financier. Donc les banques, je respire les banques, je mange les banques. Les banques, c'est vous? Je parle des banques. Donc tous les jours, c'est ça que je fais pour vivre. Une petite indiscrétion, professeur Tchani. Sur les réseaux sociaux, la plupart des gens qui ont lu votre biographie, d'abord, ils se sont demandé pourquoi vous l'aviez posté. Vous avez eu des réactions. Et il y en a qui, alors, les plus gentils disent, mais c'est lui qu'il faut à la banque nationale, à la banque centrale. Mais c'est lui qu'il faut à la banque telle, c'est lui qu'il faut aux finances. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous lisez ça? Bon, j'ai dit que le public congolais se défoule. La raison pour laquelle j'avais posté cette biographie, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui distillent dans l'opinion publique des fausses informations sur d'autres personnes. Il y a quelqu'un qui a osé même contester que j'ai étudié, que j'ai tel diplôme. Alors, j'ai posté ça pour répondre, pour taire donc toutes ces mauvaises informations qui sont distillées par des ennemis. Pour que les gens... J'ai une vie très transparente. Oui. Je suis parti du Congo comme un petit garçon qui allait étudier, envoyé par le gouvernement du Zaïre. Vous pouvez demander au ministre Lambert Mende au Malanga. C'est lui qui m'avait remis la lettre des boursiers du Conseil exécutif national. Le gouvernement zaïrois m'a envoyé à l'étranger pour étudier. Et j'ai fait mon travail en tant qu'étudiant. Parce que quand je suis arrivé là-bas, j'ai obtenu une quinzaine de diplômes universitaires. C'est un record. Et beaucoup de personnes au Congo disent, ah, mais ils ne parlent que des diplômes. Mais oui, les diplômes sont très importants. Pourquoi? Parce que mon travail pour lequel la République démocratique du Congo, la République du Zaïre m'avait envoyé à l'étranger, c'était pour aller accumuler ces diplômes-là, pour étudier. Donc, j'ai fait mon travail, j'ai appris et je suis revenu maintenant avec ces connaissances-là que je voudrais partager avec tout le peuple congolais. Et votre thèse de doctorat, c'est indépendance des banques centrales, la responsabilité et l'impact sur la politique monétaire, application en essai. Effectivement. De quoi vous avez parlé? J'avais défendu dans ma thèse l'idée que pour que nous puissions réussir en tant que pays, nous avons besoin de faire ce que beaucoup d'hommes politiques ne veulent pas faire, ne veulent pas reconnaître. C'est-à-dire? C'est-à-dire nous devons donner l'indépendance à la Banque centrale. L'indépendance à la Banque centrale ne veut pas dire qu'on a créé une institution rebelle qui n'obéit à personne. Par contre, on met cette institution dans une position où elle peut faire son travail correctement. Indépendance veut dire quoi? D'abord, sur le plan légal, il faut que les textes disent que la Banque centrale est autonome, indépendante et qu'elle peut prendre des décisions sans pouvoir se référer à qui que ce soit. Indépendante de qui, professeur? Indépendance des pouvoirs politiques. D'accord. Mais l'indépendance ne veut pas dire que la Banque centrale doit évoluer dans une tour d'ivoire où elle est toute seule, isolée, où elle n'obéit à personne. Elle doit collaborer avec le gouvernement, elle doit collaborer avec les autres institutions de la République. Mais pour qu'elle puisse faire son travail correctement, elle a besoin de certaines choses, de certains préalables. Notamment, par exemple, la banque doit être capitalisée suffisamment. Capitalisée, c'est-à-dire avoir des fonds propres, avoir un capital. La Banque centrale du Congo, aujourd'hui, elle n'est pas dans la position où elle peut travailler en toute indépendance. Pourquoi? Parce que le capital de la banque est de 60 francs congolais. 60 francs congolais, je ne sais pas comment on est arrivé donc à cela.
60 francs congolais, ça veut dire moins d'$1. Mais est-ce qu'avec ça, une banque centrale peut faire le travail avec crédibilité? Ma réponse est non. Pour arriver à lui donner les conditions pour qu'elle fasse son travail avec crédibilité, il faut lui donner des moyens. Et j'estimais aujourd'hui qu'il nous faut au moins un capital de 7,5 milliards de dollars. Comment est-ce que j'arrive à déterminer ce niveau de capital minimum pour la Banque centrale du Congo? On prend 10% du produit intérieur brut du pays. Le PIB de la RDC actuellement est approximativement de 75 milliards de dollars. 10% de cela, ça veut dire 7,5 milliards de dollars qu'il faut comme capital de la Banque centrale du Congo. Mais nous savons que la Banque centrale a aussi ce qu'on appelle des réserves internationales. Des réserves, ce sont des épargnes que la banque a pu accumuler. Ces réserves arrivent environ à 5,1 milliards de dollars. Donc, le niveau de capitalisation nécessaire de 7,5, on déduit 5,1 milliards de dollars, il nous reste à peu près 2,4 milliards de dollars de besoin de capitalisation. Il faut que le gouvernement et la Banque centrale travaillent ensemble pour arriver à mobiliser cet argent-là, remettre à la Banque centrale pour qu'elle fasse son travail avec crédibilité. Ça va lui donner ce qu'on appelle l'indépendance financière. Mais cela ne veut pas dire que la Banque centrale doit fermer les yeux et ne plus entendre un mot qui vient du gouvernement, du président de la République ou d'une autre autorité politique. Elle doit parler avec ces institutions-là, avec ces personnes-là, échanger des informations. Mais quand il s'agit donc de prendre des décisions, de politique monétaire, de politique d'échange, il faut que la Banque centrale soit en mesure de décider d'elle-même. Là, nous avons parlé de la Banque centrale, la banque mère. Mais le système bancaire d'une façon générale, aujourd'hui, on a plus de banques commerciales. Comment jugez-vous, c'était ma question du départ, comment jugez-vous leur fonctionnement aujourd'hui, leur comportement vis-à-vis des clients, vis-à-vis des Congolais? J'ai fait la remarque une fois, le reproche d'ailleurs à un banquier, j'ai dit, vous avez installé vos banques chez nous, mais vous ne nous avez pas appris comment les utiliser. Vous ne nous avez pas éduqués. Quand je me rends des fois à certaines banques, j'observe le comportement de mes compatriotes, je me dis, on est encore trop loin, c'est comme des gamins d'école primaire, comment on se comporte devant une banque. Mais en fait, c'est ce que nous sommes vis-à-vis des banques. Mais vous, comment vous le jugez, vous-même, vous qui êtes professeur d'université, mais surtout spécialiste des banques? Ouais. D'abord, je voudrais corriger une chose, c'est que moi, quand j'étais en première année CO, du cycle d'orientation en Ghana-Jika, au fin fond de la République, on m'avait ouvert un compte bancaire. C'était la CADECO, la caisse d'épargne. Cadeza à l'époque. Ils sont venus dans mon école, au collège Saint-Georges en Ghana-Jika, et ils ont ouvert des comptes pour tous les élèves. Et j'ai dû faire le dépôt initial. Je ne sais plus, c'était 2 ou 3 zaïrs à l'époque. Donc, et on pouvait épargner progressivement. Donc, si mes parents me donnent 10 zaïrs, je pouvais déposer donc à la banque. Malheureusement, quand j'ai terminé l'école secondaire, je suis allé à l'étranger, je suis revenu, je suis allé à la CADECO, le compte a disparu. Donc, j'estime avec des frais bancaires qu'on prélevait, et ainsi de suite, le compte était devenu débitaire. Donc, on a dû le fermer. Alors, qu'est-ce que je constate aujourd'hui? Nous avons une quinzaine de banques. Toutes ces banques appartiennent aux étrangers. Oui. Elles appartiennent à qui? Aux Nigérians, c'est-à-dire du Nigeria. Il y a 3 ou 4 banques nigérianes ici. Elles appartiennent aux Libanais. Il y a une banque libanaise ici. Elles appartiennent aux Indo-Pakistanais. Il y a une banque indo-pakistanaise ici. Elles appartiennent au Kenya. Il y a 2 banques qui appartiennent au Kenya. Elles appartiennent aux Africains de l'Ouest. Il y a une banque qui appartient au Togo et puis d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, grosso modo, toutes les banques appartiennent aux étrangers. Il n'y a aucune banque qui est congolaise à capitaux. Il y a une banque dont le capital est partagé entre un peu de Congolais, mais des Gabonais. Par conséquent... Est-ce que ça pose vraiment un problème? Ça pose un problème. Je vais vous dire pourquoi. Lequel? Lorsque les gens vont dans une banque, il faut d'abord que les gens puissent avoir ce sentiment national, de déposer leur argent dans les mains d'une institution qui est la leur, qui appartient au pays. Je vous donne juste un exemple. Si vous allez dans une banque libanaise, cette banque a eu beaucoup de ressources de la part des dépôts des Congolais. Et maintenant, elle doit donner un crédit. Et si ce crédit-là est de 10 millions de dollars, elle se voit confrontée à une décision entre 2 clients. Il faut choisir entre 2 clients, un Libanais et un Congolais. Et sachez que dans une banque libanaise, il y a toujours un Libanais
au bout du compte, qui prend la décision finale. Oui. S'il faut choisir entre un Congolais et un Libanais pour donner du crédit, cette banque va donner du crédit à qui? Le choix est clair, comme on dit. Le choix est très clair entre un ami et un frère. Oui. Par conséquent, rien que ça, il y a quelque chose qui ne va pas. On prend les dépôts des Congolais et on enrichit les étrangers. On prend les dépôts des Congolais, on finance des activités des étrangers pour acheter l'économie congolaise. Moi, je pense qu'il y a un malaise qui est là, qu'il faut arriver à régler. Dans le passé, on a eu quand même des banques congolaises ici. Oui. On a eu la Banque du Peuple. La Banque du C'était Kinshasa. la Banque du Peuple d'abord. Oui. La Banque du Peuple appartenait à qui? 100% État congolais. État congolais. État congolais. Oui. À part ça, il y avait et la Belgolaise. Oui. Et il y avait l'Union zaïroise des banques, l'UZB, le bâtiment où se trouve aujourd'hui l'ANER. Oui. Donc cette banque-là appartenait à l'État congolais avec la banque Bruxelles-Lambert. Je ne refuse pas des capitaux étrangers. Bien au contraire, je voudrais qu'on les attire davantage. Mais je veux que les capitaux étrangers viennent se mélanger avec des capitaux congolais. Et je veux que les Congolais aient un mot à dire dans le financement de l'économie congolaise. Avoir donc un pays dont les financements se trouvent purement et simplement dans les mains des étrangers, il y a une discrimination qui se fait là-bas et ce n'est pas à notre avantage. Par conséquent, je milite pour que nous puissions revenir à ce système financier où il y aurait des Congolais qui ont un mot à dire. Quand je dis Congolais, je veux dire l'État congolais, le secteur privé congolais, les institutions publiques congolaises, notamment le FPI, la SONAS, le SENSAP, la CNSS. Ces institutions-là mobilisent beaucoup d'épargne. Oui. On peut leur donner des opportunités d'investissement dans les banques, par exemple, dans les capitaux des banques. Ils peuvent avoir des participations même minoritaires, mais qu'elles soient présentes donc dans les banques. Donc, et là aussi qu'on puisse donc motiver les Congolais, des individus congolais qui sont intéressés à entrer organiser son système bancaire. Même si progressivement, professeur, c'est quoi l'avantage d'en avoir autant? D'abord, il faudrait qu'il y ait une certaine concurrence entre les banques. Donc c'est toujours bien vu qu'il y ait plus qu'une banque dans un pays. Donc si on peut en avoir donc jusqu'à 4, je pense que des banques nationales et qui se font concurrence entre elles, je pense que c'est bien. La tarification des produits bancaires, des banques d'investissement, des banques commerciales, des banques d'investissement, les deux, la combinaison. Donc j'estime que si on a ces 4 banques-là, ils vont se faire concurrence et il y aura de la concurrence, donc on arrive à améliorer les produits, on arrive à avoir une tarification qui soit bonne. Alors, en plus de cela maintenant, parce que ce sont des banques nationales, elles ont tendance à travailler en parfaite collaboration avec la Banque centrale. Oui. Je vais vous dire, quand on a par exemple des banques étrangères, les banques étrangères ont un appétit très élevé pour les dollars américains. Elles soutiennent la dollarisation. Si on a les banques nationales, on peut travailler avec elles pour qu'elles soutiennent la monnaie nationale. Pour que la monnaie nationale devienne ce que dit notre Constitution. Notre Constitution, en son article 170, dit ceci. Le franc congolais est la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national. Il a le pouvoir libératoire. Mais dans la pratique, là, est-ce que c'est ça? Non. Dans la pratique, c'est le contraire. Allez dans une banque. Ici, vous allez voir, on préfère le dollar que le franc congolais. Même si on ne le dit pas ouvertement. Donc, beaucoup de ces banques étrangères-là, elles soutiennent la dollarisation plutôt que de soutenir donc la monnaie locale. Je voudrais que nous puissions avoir des institutions qui vont travailler en symbiose avec la Banque centrale pour promouvoir la monnaie nationale,
à la place donc de monnaies étrangères. Les monnaies étrangères, on les aime bien, mais elles vont être dans des réserves. Dans des réserves, c'est-à-dire des réserves internationales que détient la Banque centrale. Oui. On va les garder là-bas. Si un étranger arrive au Congo et qu'il veut faire une transaction au Congo, on doit lui dire, allez échanger vos dollars ou bien vos euros ou n'importe quelle devise étrangère. Allez dans une banque, vous changez, vous obtenez les francs congolais et vous faites des transactions donc en francs congolais. C'est comme ça que ça marche. Et je vais vous dire qu'il y a beaucoup d'avantages à avoir la monnaie financièrement, donc les récalcitrants. Ne faudrait-il pas, ça va beaucoup aider les gens. Ne faudrait-il pas plutôt, professeur, créer carrément une institution de supervision, oui, des activités bancaires? Nous avons, si on peut le dire comme ça. J'avais tenté une expérience similaire aux îles du Cap-Vert. Et aux îles du Cap-Vert, nous avions conclu que la Banque centrale, c'est quand même une institution qui a de l'autorité. Oui. Si elle a des superviseurs qui supervisent, par exemple, le mobile banking, toutes ces histoires de compagnies de téléphone là dans le secteur financier, et qu'on fait un rapport, l'autorité, la Banque centrale peut parler avec autorité et les gens vont écouter cela. Si vous allez créer une petite institution de supervision du secteur de mobile money, il y aura peut-être 3-4 personnes qui travaillent dans un coin quelconque. Ils ne sont pas suivis. Ils n'ont pas de crédibilité. Non, mais donc, par conséquent, moi j'estime que nous devons bâtir autour de ce que nous avons. Oui, et quand on aura peut-être beaucoup plus d'activités dans ces secteurs-là, à la rigueur, on pourrait justifier avoir donc des institutions, des agences de protection des consommateurs indépendantes. Oui. Mais pour l'instant, je pense qu'on peut mettre un numéro de téléphone dans un des départements de la Banque centrale et que ce département peut jouer son rôle de réglementation et de supervision. Moi, je voyais plutôt une institution plutôt forte, pas une petite, comme vous dites, une institution plutôt forte, du genre qui aurait, j'allais dire, la même puissance aujourd'hui que l'inspection générale des finances. Le problème, qui est crainte partout, qui est respectée partout. Il faut que cette institution vive. Et pour qu'elle vive, il faut qu'il y ait une masse critique d'activité à superviser. Et tant qu'on n'a pas encore atteint cette masse critique-là, c'est une institution qui pourra exister pendant quelques mois et elle va mourir d'elle-même. Par conséquent, bâtissons, renforçons les institutions qui existent jusqu'à ce qu'on atteigne cette masse critique qui pourra justifier la scission des activités entre les activités de la Banque centrale et d'autres secteurs. J'étais en train de me dire que ça serait trop chargé, la Banque centrale. Bon, malheureusement, nous sommes encore dans une économie qui est faible. Donc, c'est demander quelque chose qui aille au-delà du mandat normal de la Banque centrale. Mais en attendant qu'on puisse atteindre cette vitesse de croisière-là, on doit être imaginatif pour ne pas créer une prolifération d'institutions qui ne pourront pas être viables dans le long terme. Donc on peut commencer par là avec l'idée de pouvoir séparer cela plus tard. Mais il y a aussi un secteur que je pense mérite qu'on puisse regarder dedans de façon très étroite. C'est le secteur de la microfinance. Tout le monde pense que la microfinance, donc n'importe qui peut aller quelque part et commencer à distribuer des petits crédits de 100, de 200 dollars. Mais il faut regarder le coût. Ça coûte combien ces petits crédits-là? Vous faites un crédit à une femme du quartier pour faire des beignets et elle est facturée littéralement 30-40% du montant du capital que vous lui avez donné. Est-ce qu'elle peut générer suffisamment de bénéfices pour que son activité soit rentable et qu'elle soit pérenne, qu'elle vive pour toujours? Est-ce qu'elle se développe même ou bien elle va travailler simplement, c'est votre esclave qui travaille pour vous payer les 30-40%? C'est exorbitant. Par conséquent, moi, je suis parti dans l'école où je continue à penser qu'il faut développer le secteur bancaire formel, c'est-à-dire des grandes banques qui vont couvrir tout le pays. Les activités de microfinance peuvent être faites à l'intérieur donc de ces banques-là, mais avoir juste donc ces petites institutions de microfinance gauche à droite, j'estime que ce n'est pas viable. Regardez même la banque qui avait commencé ses activités de microfinance. Ce n'est pas Indonésie, c'est au Pakistan, avec Yunus B. Et Voilà. Et finalement, ils ont fini par avoir des problèmes. Donc ce sont des institutions qui peuvent avoir un succès relatif. Il a été finalement traité d'escroc d'ailleurs. Il a été traité de tous les noms du monde, arrêté et consorts là. Moi, j'estime que dans notre pays, nous pouvons voir ces leçons qui viennent de l'extérieur et les appliquer ici avec beaucoup de prudence pour protéger nos gens et ne pas les mettre dans une situation où ils deviennent des esclaves pour quelques institutions. Et souvent, ce sont des institutions étrangères, toujours. Des ONG étrangères qui viennent soi-disant pour distribuer les crédits de microfinance. Ça ne tient pas pendant très longtemps. Professeur Tchani, vous militez pour
la protection des nationaux, vous militez pour la protection des banques, la création des banques nationales. Est-ce que vous n'êtes pas par là dans la même logique que ça? Oui, mais c'est la même logique au fait. De père et de mère? De père et de mère. Mais il faut que les gens comprennent exactement ce que je veux dire par de père et de mère. De père et de mère ne veut pas dire qu'on refuse certains de nos compatriotes qui ne sont pas des pères et de mère. Tout le monde est congolais. Vous pouvez avoir un parent congolais, un parent étranger, vous êtes congolais et je vous adore. Ouais. Nous devons vous inclure dans la tout ce que nous preuve, c'est les faisons. binationaux qui jouent dans notre équipe nationale. Exactement, je n'ai aucun problème avec ça. Ouais. Mais je dis que pour éviter des conflits d'intérêts au sommet de l'État, nous devons réserver l'accès à certaines, oui, nous devons réserver l'accès à que certaines beaucoup n'ont pas fonctions. compris. Les gens ne comprennent pas ça parce qu'ils ne veulent pas comprendre, parce qu'ils sont dans une situation de conflit d'intérêts eux-mêmes. Et quand vous entendez des religieux qui prennent des positions contre cette loi-là, c'est parce qu'ils sont corrompus. Ils sont corrompus par certains individus qui leur donnent des cadeaux et ils commencent à parler contre la loi, la proposition de loi, est pourtant salutaire pour la République. Vous y tenez encore? J'y tiens bien sûr. Il faut que le Parlement commence à travailler. Je vais retourner là-bas pour leur dire, on remet la loi, la proposition de loi Tchani de père et de mère et d'épouse aussi sur la table. Imaginez que la loi cette loi soit Tchani adoptée. ne passe pas. Mais de toutes les façons, elle est déjà passée. Vous serez déçu? C'est déjà passé? Non, elle est déjà passée. Dans le mental des Congolais, vous avez vu l'élection de décembre 2023. Elle a été déterminée en partie en fonction de cette proposition de loi. Parce que chaque Congolais qui entrait dans vous appelez quoi? Vous appelez ça comment? Isoloir. Pour aller voter. Oui. Avait dans son esprit l'idée qu'il fallait voter pour un Congolais de père et de mère. Et c'est ça qui a le président Félix Antoine Tshisekedi a bénéficié de cette loi ici. Mais on avait déjà vu ça ouverte. avant, ça ne s'est pas appelé comme ça avant, mais je me souviens qu'à une élection, je crois que c'était en 2011, ou après, non, 2011, Jean-Pierre Bemba, on chantait Azam Mwanamboka, c'était le slogan. Votez pour lui parce que Azam Mwanamboka. Mais maintenant, on est devenu plus conscientisé à ces questions-là. Et je vais vous dire que désormais, là, ce Congo sera dirigé par un des pères et des mères. 2023, 2028 ou après. Si un étranger pense pouvoir donc se présenter candidat à l'élection présidentielle donc dans ce pays-là, il ne va pas passer. Parce que les Congolais sont maintenant réveillés, ils sont debout, ils ont des yeux grandement ouverts. Nous allons réserver le pays de Lumumba et de Simon Kimbangu aux Congolais des pères et des mères et d'épouses aussi. Pas parce qu'on veut discriminer contre les autres, mais plutôt parce que nous voulons simplement nous assurer que le pays se trouve dans des bonnes mains et qu'on ne met pas le pays dans des mains qui sont dans des gens qui sont dans des situations de conflit d'intérêts. La situation de conflit d'intérêts surgit comment? Si vous êtes président de la République, vous avez un père congolais, une mère rwandaise, et nous sommes en conflit ouvert avec le Rwanda, vous allez trancher en faveur de quel pays? Vous allez être contrarié entre le pays de votre père et de votre mère. Exact. Nous vous disons, vous êtes un bon citoyen, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez vendre du poisson, vous pouvez travailler, jouer au football, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Sauf devenir président de la République. Devenir président de la République ou occuper les fonctions de souveraineté. Parce que ces fonctions-là, ça va déterminer notre indépendance.